Et vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission à recueil qui sera consacrée pour sa partie artistique à l'immense, à l'inénarrable Pierre Dac, dont nous avons visité une exposition de ses œuvres, et croyez-moi, il y en a, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans le Marais, rue du Temple. Un parcours vraiment fabuleux, mais c'est même peut-être presque trop, parce que si on s'arrête devant chaque photo, devant chaque document, etc. Moi, j'ai fait que les vidéos. Ouais, c'est un parcours, c'est vraiment une exposition foisonnante. Bon, c'est vrai que Pierre Dac a eu une vie foisonnante, une création, une créativité incroyable, que ce soit littéraire, musicale ou radiophonique. Et donc cette exposition revient vraiment sur toutes les facettes de cet homme. C'est aussi, bon, c'est un peu le maître de l'absurde, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à écouter, il y a beaucoup de choses à voir et il y a beaucoup de photos. Donc effectivement, il faut prévoir du temps et c'est peut-être même presque trop, tu as raison. Mais après, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Et c'est vrai que on peut se régaler aussi de tout ce qui est vidéo, de revenir de tout ce qui était de cette époque incroyable. Et puis, il y en a un certain nombre, il y en a plus d'une dizaine de vidéos. Ah oui. Et on peut s'asseoir, c'est confortable, on a des écouteurs. Et voilà, on n'emmerde personne vous emmerde et vous pouvez regarder tranquillement. Non, c'est vraiment une très bonne, très belle expo, très complète, quoi. En plus, je pense que Pierre Dac est un peu passé d'époque. Moi, j'ai des souvenirs de Pierre Dac. J'avais une cousine un peu plus âgée que moi qui m'a fait rencontrer l'œuvre de Pierre Dac et qui était fan de Pierre Dac. Donc, ça me parle énormément et je m'aperçois que les amis que j'ai qui sont un peu plus jeunes que moi, en fait, ne connaissent pas vraiment Pierre Dac, quoi. Non, mais je pense que les générations actuelles ignorent tout à fait cet homme, et c'est dommage parce que ça leur allégerait un peu la tête. Exactement, ou la remplirait, ça dépend de quels jeunes gens. Voilà. Alors on va faire une bio en fait, et au fur et à mesure de la bio, on parlera un petit peu de tout ce qu'il imaginait, de tout ce qu'il y avait autour de sa vie. Je pense que c'est un peu le plus simple. Et surtout cette lettre fabuleuse de réponse à Orion. Voilà. Alors Pierre Dac, donc Pierre Dac naît André Isaac, hein, il naît en 1893 effectivement, après l'annexion de l'Alsace-Lorraine en 71. Sa famille maternelle reste en France et s'installe à Chalon-sur-Marne. D'ailleurs, en rigolant avec son humour, Pierre Dac dit qu'on aurait pu l'appeler Chalom-sur-Marne. Ah, j'adore. Voilà. Et donc elle ouvre un magasin de chaussures et là elle va rencontrer son mari, donc Salomon Isaac, qui est un boucher qui vient de Nancy. Donc la famille Isaac a deux fils, donc André qui est le cadet, et puis Marcel qui est donc le plus âgé, je crois, de 6 ou 7 ans. Après, les parents s'installent à Paris, ils arrivent à Paris, et André Isaac donc a pas mal de talent artistique, hein, il aime bien la musique, il y a une photo, on le voit avec un petit violon d'ailleurs, et il est quand même nourri avec cet humour, il baigne dans plusieurs langues familiales, parce que comme on dit, il y a le judéo-alsacien, il y a le français. Il était un sorte de... La langue juive des gens de l'Est. Le yiddish. C'était un genre de yiddish, quoi. Voilà. Et puis il y a le louchébem, puisque le papa est boucher. Le louchébem, on sait bien, c'est l'argot des bouchers. C'est quand même une langue assez extraordinaire. Et après, on dira que c'est pas les Français, quoi. Et donc, après la déclaration de guerre par l'Allemagne, André et son frère Marcel sont mobilisés, sont envoyés au front, et ils sont animés quand même d'une envie de reconquérir cette Alsace-Lorraine. Oui, ce qu'il faut absolument que vous sachiez, que vous preniez, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre, nous sommes des pacifistes, etc., mais on est dans un contexte particulier où les Français étaient patriotes, particulièrement les Français de confession juive. Ils avaient un attachement à ce pays qui était quelque chose d'invraisemblable, et donc c'est pas parce qu'on veut faire l'apologie du patriotisme, nous on est tous patriotes, mais eux, c'était leur vie. Oui, tout à fait. Hein. On n'a pas du tout on n'exacerbe pas le nationalisme, le patriotisme, mais effectivement, il faut se replacer à cette époque-là, quoi. Et donc, pendant cette guerre de 14, André Isaac, donc ce futur Pierre Dac, est blessé au bras. Il aura 2 opérations, je crois. Il perdra 12 cm sur son bras gauche. Il se rétablit difficilement, mais il repart quand même au front. Alors que son frère Marcel, lui, va décéder, pendant les attaques de Champagne. Il reçoit
reçoit il est blessé, il va mourir. Et Pierre Dac, lui, recevra une deuxième blessure en 1917, quoi. Il fait ça les croix et la croix de guerre. Voilà, la croix de guerre, et en fait, ça va quand même lui laisser un très mauvais français. Des marques profondes. Déjà, il y a la perte de son frère et il y a ses blessures. Donc là, je m'inspire donc du dossier de presse du musée, et donc il y a une petite pensée de Pierre Dac, c'est émaillé de plusieurs de ses pensées, et entre autres, celui qui dans la vie est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence n'a de merci à dire à personne. Ah, j'adore. Mais alors, vraiment, on peut pas imaginer la fraîcheur qui se dégage de toutes ces calembredaines. Donc après sa démobilisation en 1919, André Isaac fait plein de petits métiers. Donc petit métier, il va être homme sandwich, vendeur de savonnettes. Il explique d'ailleurs dans une petite vidéo qu'il a fait du porte-à-porte et qu'il n'a jamais rien vendu, parce que dès qu'il sonnait à une porte et que la personne ouvrait, il partait. Il a été aussi, je crois, chauffeur de taxi, puis il avait transporté, je crois, une religieuse, et il est rentré dans un poteau. Enfin, voilà, c'est que des trucs complètement un peu loufoques, voilà. Et donc, il a fait plein de petits métiers, et il va débuter en 1922 comme chansonnier à la Vache Enragée. Et c'est là que, en fait, le directeur de la Vache Enragée lui dit: ah, qu'André, non, comme il parlait beaucoup d'actualité, il dit: hop, Pierre Dac. Donc il prendra le nom de Pierre Dac. Donc là, il fait pas mal de sketchs, de chansons, il parle beaucoup d'humanité, et donc il va devenir ce qu'on va appeler un maître de l'absurde. Et il a un succès immédiat. Il a du public, il passe dans les théâtres, dans les cabarets, que ce soit du côté de Montmartre, de Montparnasse. Il va passer aux Deux Ânes, au Coucou, au Caveau de la République, à la Lune Rousse, avec tous ces sketchs, quoi. Après, c'est les débuts du cinéma parlant, donc c'est pareil, Pierre Dac va interpréter plusieurs rôles, hein. On va le voir dans Le Fada, dans Le Bidon d'Or, dans Les Deux Monsieur de Madame d'Abel Jacquin et Georges Palu, et là, dans cette exposition, il y a aussi des extraits de films. Donc il est bien entouré, hein. Il a pas mal de camarades chansonniers, comédiens, musiciens, entre autres Fernand Rosena, avec qui il fera pas mal de choses. Et il va se lancer, donc il va explorer tout ce domaine de l'humour, mais surtout cet humour absurde. Et c'est de lui que va venir ce mot loufoque. Et loufoque, en fait, ça vient du louchébem, hein. C'est le fameux argot des bouchers où on transforme un peu dans loufoque, il y a fou, et ça devient loufoque, quoi. Donc à la fin des années 20, en fait, il faut dire qu'en France, la radio explose, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'ondes de stations de radio publiques ou privées, et que les Français écoutent énormément la radio. Et donc cette nouvelle technologie va permettre à Pierre Dac de laisser son imagination prendre le dessus, et il va débuter donc comme humoriste sur les ondes de Radio Cité. Donc il invente une première émission d'humour qui s'appelle l'Académie des travailleurs du chapeau. Il y a même un duel au chapeau. Oui, on voit un duel au chapeau sur une photo. Ouais, c'est ça. Et il va animer aussi une émission qui s'appelle La Course au Trésor et la Société des Loufoques. Alors, Société des Loufoques, il l'appelle la SDL, c'est une parodie de la Société des Nations. Et là, il travaille avec Fernand Rosena. Et donc, ces revues et ces spectacles sont diffusés en direct, et il y a énormément d'audience, quoi. Il a travaillé aussi avec Raymond Souplex, il a écrit le scénario... Raymond Souplex sur le banc. Sur le banc, c'est ça. Avec Jeanne Sorda. Ouais. Et donc, dans cette course au trésor, on voit un extrait où justement les participants sont sommés de rapporter il y a plein de listes d'objets complètement délirants à rapporter. Donc, tout ça fonctionne, quoi. Les gens jouent le jeu, c'est ça qui est absolument incroyable, quoi. Donc ça s'appelle aussi les chercheurs d'or, et là il faut ramener des pièces frappées à l'effigie de Pierre Dac Ier, roi des loufoques, et des pièces qui ont été semées dans Paris. Et je trouve ça assez génial de voir comment tout le monde avait envie de participer, et tout l'impact que ça pouvait avoir. Non, mais je pense que c'était une période de notre histoire assez récente, avant la guerre, la dernière en tout cas, où c'était entre deux guerres, où les gens avaient échappé, enfin, il y a eu 1 million de morts quand même, et les gens avaient besoin de s'amuser, avaient besoin d'oublier tout ça. Voilà, c'est une période, si vous voulez. Moi, je pense pas du tout que c'était une période plus super qu'aujourd'hui, ou moins super. Mais en tout cas, c'est une période où on avait besoin de respirer, de vivre, de s'amuser, de chanter, etc. Voilà. Et donc après tout
toutes ces émissions aussi, il va se lancer dans la presse écrite. Alors il va toujours garder ce domaine de l'absurde. Hein. Il contribue à l'adaptation française des dialogues farfelus de Smokey Stover, hein, qui est une bande dessinée populaire américaine. Donc il se dit docteur en philosophie, voilà. Et c'est publié sous le titre de Popol, le joyeux pompier dans l'hebdomadaire L'Épatant aussi. Hein. Donc il va publier après l'os à moelle. Alors moi j'ai été vraiment bercée par cette idée de l'os à moelle. C'est drôle parce que c'est pas du tout ma génération, mais ma fameuse cousine adorait l'os à moelle, l'organe officiel des loufoques. Donc il est rédacteur en chef et là il est toujours entouré de Fernand Roséna, de Jean Marsac, de Raymond Chalit. Et cet os à moelle donc est complètement délirant aussi. Et dans cette exposition, il y a plusieurs premières pages hein, de l'os à moelle. Donc c'est un journal qui va être tiré à 400 000 exemplaires. Le premier, je crois, sort le 13 mai 1938. On raconte 400 000 exemplaires. Et il est épuisé immédiatement, quoi. Et là, il y a des petites annonces dedans qui sont aussi, bien sûr, complètement loufoques. Et je crois que c'est les gens, ils adoraient les petites annonces. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Et donc, ça popularise en fait tout cet humour loufoque. Il va même organiser la nuit des loufoques au Moulin de la Galette et une première exposition d'art loufoque. Donc voilà, tout ça c'est très populaire. Le titre est aussi engagé puisqu'il va railler aussi Hitler et Mussolini, hein, ainsi que les compromis, la lâcheté, l'incompétence de certains hommes politiques. Et l'occupation de Paris par la Wehrmacht en juin 40 va mettre un terme à la parution, quoi. Oui, là je crois qu'il a fait très fort parce que toute sa vie après sera dans la même veine. Il a tapé sur si vous voulez, compromis, etc. Le traité de Munich, tous ces machins absolument abominables, toute cette espèce de... Voilà, parce que la grande bourgeoisie européenne préférait Hitler plutôt que les communistes, quoi. Voilà, tout simplement. C'est pas la peine d'aller chercher des raisons philosophiques. C'était tout simplement ça. Le fric, la paix, plutôt que ces salauds de rouge viennent nous bouffer nos gamelles, quoi. Voilà. Alors voilà, deux pensées de Pierre Dac. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. L'os à moelle disparaît parce qu'il se dissout au contact du verre de gris. Alors, ouais. Non mais voilà, il faut avoir tac, verre de gris, voilà. Ça, c'est... De même qu'il dit, se laisser aller à la facilité, c'est faciliter le laisser aller. Bien entendu. Le créateur de cette chansonnette passait jadis pour un vrai chevalier. D'autres encore, parmi tant de grosses têtes, ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux boches, par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de vigie au régime collaborationniste. Bien sûr maintenant, ça devient gênant, car tout de même ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette racaille honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse, toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-ci est une élite rude, vivant symbole des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans projet, sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur, n'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul, résistance, étroitement unis comme des amis,
Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Voilà, alors cette chanson et tout ça, c'est extrait d'un CD sur les chansons que Pierre Dac diffusait depuis Londres. On va voir en continuant sa bio qu'effectivement, il va partir à Londres participer à Radio Longue. Et c'est la musique d'une chanson de Maurice Chevalier, d'ailleurs il en parle, oui. Qui était collabo, comme la plupart, comme beaucoup d'artistes français pendant la guerre. Ouais. Donc il y a plusieurs chansons, on a choisi celle-ci, il y en a plein d'autres, voilà. Mais bon, il faut bien se décider sur un titre. Donc Pierre Dac s'oppose au nazisme depuis 1933, il a été mobilisé brièvement à la suite de la crise des Sudètes et durant la conférence de Munich en septembre 1938, il poursuit le combat donc, dans ses colonnes de l'os à moelle. Et dès que la guerre éclate entre l'Allemagne et la France, il soutient le moral des troupes engagées dans la drôle de guerre et il participe à plusieurs tournées qui sont organisées par la Poste, puis par le Théâtre aux Armées, en particulier sur la ligne Maginot, quoi. Il est averti du danger qu'il court parce qu'il a quand même un engagement avec des textes anti-nazis. Donc il quitte Paris avec Dinah Gerville. Dinah Gerville, c'est sa femme. Je sais pas si celle qui viendra sa femme. Ils sont mariés après la guerre. Voilà, donc il n'est pas encore marié. Et donc c'est à la veille de l'entrée de la Wehrmacht. Il va se réfugier en Bourgogne. Et comme lui, il a entendu parler de l'appel du général de Gaulle, il part pour Toulouse, où la mère de Dinah est proche d'un réseau de résistants et communistes. Voilà. Et donc son projet, c'est de rejoindre Londres. Donc Jacques Canetti va lui trouver des engagements pour des tournées en zone libre et en Afrique du Nord. Ça, c'est jusqu'en novembre 1941. Mais comme il est vraiment résolu à passer en Angleterre, il traverse les Pyrénées. Il arrive en Espagne. Là, il est jeté en prison. Il reviendra ensuite en France 4 mois plus tard et il entre dans la clandestinité. Il repart en Espagne. Il fait 3 autres séjours en prison. Et grâce à un faux passeport canadien, il est échangé par l'intermédiaire de la Croix-Rouge contre des sacs de blé. Et là, il est libre, il gagne Alger et il arrive en Angleterre. Donc à Londres, Pierre Dac apprend l'étendue des crimes forcément des nazis et il va déclarer « Tout juif qui aurait la possibilité de faire de la résistance et qui n'en fait pas, je le méprise d'office. » Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Je l'ai déjà dit souvent. Quand on voit les documentaires sur la Shoah, ce sont des gens simples, très souvent très pauvres, incultes, qui n'ont pas de culture, qui ont une culture religieuse, parce que bon, ils sont pratiquants. On ne peut pas demander à des gens, même en France, regarde, en France, enfin bon, bref, passons. Là, il se trouve qu'il est un peu sévère, même très sévère, et il manque un peu d'empathie pour ces gens-là. Voilà. Ah ouais, non mais... Donc il va participer à l'émission les Français parlent tout français à partir d'octobre 1943 et il passe à l'attaque. Donc il y a plusieurs chansons. Il y aura la défense élastique contre la Wehrmacht, la ronde du chanvre contre les pétainistes. Bon, il y a toute une série de chansons. Et il écrit aussi donc pour France, le journal de la France libre. Et jusqu'à août 1944, il est sur les ondes où il fera plus de 80 éditoriaux et chansons donc qui fustigent Pétain, les collaborateurs, les occupants, donc comme la chanson qu'on a passée tout à l'heure. Et en fait, on va vous passer un autre texte. C'est un texte qui s'appelle Bagatelle sur un tombeau. Et en fait, c'est une joute verbale avec Philippe Henriot, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'information et à la propagande du gouvernement de Vichy et orateur de Radio Paris, qui a insulté Pierre Dac. Et dans Bagatelle sur un tombeau, je ne sais pas si vous avez écouté, mais il y a le mot bagatelle. Et ça peut être une réponse aussi à Bagatelle pour un massacre de Céline. Tout à fait. Donc là, on vous laisse écouter le... Et quand je dis qu'il y avait que des pauvres, etc., dans les victimes de la Shoah, non. Il y avait aussi des familles aisées, il y avait aussi des intellectuels, des artistes, etc. Mais la grande majorité était quand même des gens du peuple. Donc là, on laisse, je vous ai enregistré justement l'accusation de Henriot à l'encontre de Pierre Dac et la réponse que fait Pierre Dac. Le 15 août 1893,
jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît. Naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter. Il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême lui firent une clientèle. Mais où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. Le juif Dac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie, la France, et aussi ce que cela signifie, l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. Voilà, donc après on arrive à fin août 44, donc Pierre Dac revient à Paris et il va reprendre des spectacles, il participait à plusieurs galas au bénéfice des victimes de guerre et il épouse donc Dina Gerville. En janvier 45, il accepte un poste de correspondant de guerre pour la radiodiffusion française et il va assister à la libération des Vosges, de l'Alsace, voilà, bon, ça, et après il y a la capitulation de l'Allemagne, il va revenir à la vie civile et son activité de résistant est reconnue officiellement par le général de Gaulle, donc il reçoit la médaille de la résistance française et des témoignages de reconnaissance de divers groupes de maquisards et il est nommé chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur en 1946.
Et voilà ce qu'il va dire effectivement sur les résistants de 45. Les résistants de 45 sont parmi les plus glorieux et les plus valeureux combattants de la résistance, ceux qui méritent le plus d'estime et le plus de respect, parce que pendant plus de 4 ans, ils ont courageusement et héroïquement résisté à leur ardent et fervent désir de faire de la résistance. Alors ça c'est génial, franchement. Ouais. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Je viens de fermer ma fenêtre, le brouillard qui tombe est glacé. Jusque dans ma chambre il pénètre, notre chambre où meurt le passé. Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Le jour tombe, ma joie s'achève, tout se brise dans mon cœur lourd. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Je suis seule ce soir, Lucienne Delisle. Toujours sur Radio Sous-Pente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Aracaille, et on poursuit avec toujours l'œuvre Pierre Dac, que ma camarade va encore et toujours et poursuivre vous le récit. Voilà, Hélène, voilà. Donc on est en 45, octobre 45. Donc il va lancer un hebdomadaire humoristique qui s'appelle L'Os Libre. Et il voulait en faire un outil politique pour marquer effectivement un tournant décisif de la remise en marche des institutions démocratiques. Donc il y a pas mal de participants dans sur cet hebdomadaire. Entre autres, on peut retrouver Bourvil et un jeune humoriste, Francis Blanche. Mais malheureusement, L'Os Libre s'arrêtera de paraître en 47, ça fonctionne pas. Alors Pierre Dac et Francis Blanche, c'est une grande histoire, apparemment commencée par une dispute, mais ils ont quand même beaucoup travaillé ensemble et ils ont créé ensemble une émission qui s'appelle Le Parti d'en rire, qui est devenue après Faites chauffer la colle. Et ça, c'était sur Paris Inter. Et le Parti d'en rire, il forme donc ce duo, c'est un duo dans les années 50. Et le Parti d'en rire, c'était un peu vraiment pour moquer tous les politiques. Donc il y a une petite vidéo qu'on peut voir dans l'exposition où ils chantent tous les deux un peu en canon sur ce qu'ils vont faire dans ce Parti d'en rire, quoi. Donc ils font toujours plusieurs sketchs. Il va aussi devenir... Alors il fait un sketch qui s'appelle Madame Arnica avec Francis Blanche,
qui deviendra ce qui est très connu, c'est Sœur Rabindranath Duval. Hein, c'est un voyant, donc c'est complètement loufoque. Voilà. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est souvent aussi, il aime bien se déguiser en femme. Hein, c'est très souvent qu'il s'habille en femme. Il avait fait un duo justement avec Dina Gerville, qui était elle faisait Greta Garbo et lui faisait la doublure de Greta Garbo. Faut dire la doublure. Et donc Pierre Dac et Francis Blanche vont aussi écrire et interpréter Signé Furax, hein, qui sera un feuilleton mythique dans l'histoire de la radio, et qui était le plus écouté. Alors c'est vrai je mettrai un lien, hein, sur le blog, on peut le réécouter, on peut écouter les épisodes. Ça nous paraît un peu vieilli, quoi. On a eu un peu de mal à se remettre dedans, quoi. Oui, parce que depuis, on a eu des proches, on a eu Coluche, on a eu des gens, voilà, qui sont ses héritiers, mais qui ont réactualisé l'humour déjanté de Pierre Dac, quoi. Ouais. Donc Francis Blanche et Pierre Dac vont travailler ensemble jusqu'en 1960. Voilà. Et après, Francis Blanche passera plus de temps à faire du cinéma, donc leur collaboration va s'arrêter. Mais Pierre Dac, en fait, ne destine pas seulement son art de l'absurde au théâtre ou à la radio, il va aussi écrire. En 1952, il écrit Du côté d'ailleurs, donc un roman qui sera publié l'année suivante, et qui est un peu une espèce de fable où l'étrange et l'absurde sont là avec du comique. Et ce livre est adapté à la télévision avec une suite de sketchs. Et après, il fera un deuxième roman qui s'appelle Les Pédicures de l'âme, une œuvre complexe, plus philosophique que loufoque. Voilà. Pierre Dac, on voit, c'est quand même toute une vie, c'est un ancien combattant de 14-18, c'est quelqu'un qui a fait de la résistance en 40 et qui a quand même été écœuré par tout ce qu'il a pu voir dans les horreurs de l'occupation, de la collaboration, la barbarie nazie. Donc il a un humour qui s'est assombri et il va radicaliser son engagement pour la cause antiraciste et contre l'antisémitisme. Il publie une série de billets dans Le Droit de Vivre, qui est un organe de la LICA, et il a des textes la LICA, c'est l'ancêtre de la LICRA. D'accord. Et il a des textes comme Du droit d'être un salaud qui exprime son dégoût. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il a quand même une grosse crise de déprime et il fera 4 tentatives de suicide. Ouais, je suis pas étonné. Ouais. En 64-65, c'est la reprise de L'os à moelle, et il y a moins d'esprit loufoque. Voilà, c'est les choses évoluent. Il va se présenter au présidentiel, ça c'est un gag, en 65, et il crée un parti qui s'appelle le Mouvement Ondulatoire Unifié, donc c'est le mou. Il dit les temps sont durs, vive le mou. Et là il parodie tous les rites politiques, hein, que ce soit les conférences de presse, les meetings, les gardes du corps. Il a des ministres, futurs ministres comme Jacques Martin, Jean-Yann ou René Goscinny. Et il va publier en 72 donc ses pensées en référence à Blaise Pascal. Donc voilà un petit peu la vie. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est il y a une version française de l'Instruction qui est une pièce d'un dramaturge juif berlinois, Peter Weiss, qui est créée au théâtre de la Commune à Aubervilliers en mars 66. Et Pierre Dac va tenir le rôle du président du tribunal, et il y a un grand extrait dans le musée. Et là effectivement il dit: je suis avec vous car c'est mon devoir, cette aventure est indispensable, il faut par tous les moyens que la trace de faits aussi dramatiques demeure présente dans toutes les mémoires afin qu'il ne se reproduise jamais. Donc c'est un texte de Weiss qui est tiré des minutes du procès de Francfort-sur-le-Main, qui juge entre décembre 63 et août 65 22 responsables et gardiens du camp d'extermination d'Auschwitz. Donc, qui a eu d'ailleurs un film dessus, que j'avais regardé, un documentaire sur Arte ou la 5, je sais plus, enfin bon, un documentaire passionnant justement sur un jeune procureur allemand qui veut absolument mettre en évidence, en lumière et juger des bourreaux nazis du camp d'Auschwitz. Il arrive à mettre en accusation donc ces 20 et quelques là, et il y en a 19 qui seront condamnés et d'autres et le reste qui sera plus ou moins acquitté. Mais enfin bon, il a quand même risqué gros, puisque ça montre aussi qu'en Allemagne après la guerre,
les nazis étaient toujours là, ils avaient des réseaux très puissants, et ils pouvaient éliminer facilement, menacer de mort, etc., les gens qui leur cherchaient les poux dans la tête, parce qu'il y en avait beaucoup qui occupaient des fonctions dans l'État allemand, des très hautes fonctions dans l'administration allemande. Voilà. Voilà. Alors on a oublié de dire que Pierre Dac est aussi l'inventeur du mot schmilblick. Oui, c'est un terme yiddish qui veut dire objet. Voilà. Donc là aussi, alors tout le monde peut prendre, si vous demandez aux gens, ah ben non, c'est Guy Lux qui a fait l'émission. Oui, non, c'est Pierre Dac qui a trouvé le terme et aussi le jeu, en fin de compte. Voilà. Ouais, et Coluche qui a repris ça dans un sketch. D'ailleurs, on peut dire au fait qu'effectivement Coluche, des proches, sont un peu des fils. Oui, mais il ne parle pas de Pierre Dac. Non, c'est vrai qu'on l'a pris. C'est curieux parce que c'est quand même ils ont plagié Pierre Dac sans donner le nom de l'auteur, de l'inventeur de ce terme. Ouais, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai appris lors de l'exposition, c'était l'inventeur. Ouais. Et l'inventeur c'est du biglotron. Voilà. Ah oui, ça je me souviens. Ça, le biglotron, ça a été dans des sketchs, des séries, comme Signé Furax, etc. Le biglotron, ouais, je me souviens. Ah ouais, alors c'est vrai qu'après sur internet on peut revoir quand même pas mal de vidéos, mais qui sont finalement pas tant regardées que ça par rapport à sa notoriété. Non, bah ouais, parce qu'il est oublié. Et c'est pour ça que l'exposition au musée d'art et de tradition juive, populaire, il y a populaire de... Non, d'art et d'histoire du judaïsme. D'art et d'histoire du judaïsme. C'est très bien parce que de toute façon, ce petit, enfin pas aussi petit que ça, ce musée, on n'a jamais été déçu des expos qu'il propose, quoi. Voilà, ouais. C'est toujours de très bonne qualité. Voilà, alors en parlant de l'homme, on peut voir d'après toutes les photos qu'il y a que c'est quand même quelqu'un qui est... alors c'est un être assez introverti, malgré justement, c'est vrai que des fois les... Ah oui, non, ça on s'en rend compte tout de suite. Hein. C'est un être introverti, par contre qui est très très élégant. C'est vrai qu'il est toujours très très bien habillé, soucieux de son apparence. Et en fait, il a quand même, comme je disais tout à l'heure, toutes ces blessures qui font qu'il fera 4 tentatives de suicide à la fin des années 50. C'est aussi un solitaire, c'est-à-dire que même s'il est dans ce monde des chansonniers, des cabarets, il passe pas sa vie entouré de monde. Je crois qu'il est très amoureux de sa femme. D'ailleurs, il s'est même converti à la religion catholique quand il l'a épousée. Il a fait de mieux, à mon avis. Enfin. Ouais. Il est cultivé, il aime apprendre. Il paraît qu'à 60 ans, il s'est remis à apprendre les mathématiques. Voilà, donc c'est quelqu'un vraiment à découvrir pour les générations d'aujourd'hui. Voilà. Et il dit à sa bien-aimée, à toi Madina bien-aimée, sans qui je serais sans doute resté du côté de n'importe où. Ouais. Ah oui, l'amour, l'amour. Ouais. Non, c'est... Alors que ma camarade n'est pas là, on sent qu'elle est branchée. Voilà, alors on peut aussi redire quelques-unes de ses pensées, comme qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? Voilà, c'est à la question qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous? En ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Ah, j'adore. Ouais, il y avait d'autres pensées. Il y en a une que j'aimais bien aussi, c'était pour ceux qui vont chercher midi à 14h, la minute de vérité risque de se faire attendre longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y en avait une qu'on avait racontée dans un presse-papier. Ce qui différencie totalement un régime de banane d'un régime totalitaire, c'est que le premier est alimentaire et débonnaire, alors que le second est autoritaire et arbitraire. Pensez de prendre pour exemple un régime de banane pour dénoncer le totalitarisme. Il faut le faire quand même. Voilà. Donc à découvrir vraiment au musée et sur les petites vidéos. Oui, absolument. Oui, vraiment. Je ne sais pas comment on pourrait vous donner cette envie parce que c'est vraiment très important. Surtout dans une période comme celle qu'on vit aujourd'hui où la montée des fascismes montre son pif, hein, où la marine en bois comme nous fait des messes invraisemblables, il se montre patelin, etc. Mais en fait c'est des gens qui ont des idées dans la tête qui sont mortifères, voilà. Et c'est important de se raccrocher de se raccrocher à des exemples comme cet homme
du siècle précédent, mais quand même, on tire encore des leçons de gens qui ont vécu il y a plusieurs siècles, et on s'en porte pas plus mal. Hein. Voilà, ils peuvent vous apporter, enfin si vous l'écoutez bien, si vous cherchez un petit peu à vous raccrocher aux branches pour pas complètement sombrer, je répète, dans cette époque qui est particulièrement, comment je vais la dire, qui pue un peu, mais qui pue même beaucoup, qui est complètement nauséabonde du point de vue des idées, etc., etc. Il n'y a plus vraiment de, voilà, où on persécute les plus pauvres. Si vous voulez, en France, il y a un délit de solidarité. Voilà, si vous portez secours à des gens qui couchent dans la rue, etc., si vous les emmenez chez vous pour les faire dormir, etc., vous pouvez vous retrouver en tôle. Voilà, c'est la France de la fraternité, de la liberté, de l'égalité. Où elle est la France de 89? Où elle est la France de 1870? On se pose la question. On n'a pas de réponse. Mais Pierre Dac, par contre, il peut vous donner des réponses, si vous l'écoutez bien, si vous allez voir cette exposition au musée. Ça peut vraiment vous porter, vous aider. C'est quelqu'un qui n'a jamais baissé la tête, qui a toujours affronté l'adversité, qui s'est battu, pas seulement à la guerre de 14, mais c'est une sorte de... Tout le monde ne peut pas être héros comme lui. Quand il dit qu'il méprise les juifs qui n'ont pas été dans la résistance, mais oui, mais les héros, ça court pas les rues. Lui, c'en était un, mais tout le monde ne peut pas l'être. Voilà. Il faut avoir un peu de commisération pour ceux qui ne sont pas des héros, mais voilà, qui en souffrent. Alors, j'ai envie de raconter encore deux petites pensées. Si la matière grise était plus rose, le monde aurait moins les idées noires. Ou alors, directeur de pompe funèbre, cherche personnel ayant le sens de l'humour, connaissant particulièrement la mise en boîte. Voilà, bon, on vous laisse découvrir après par vous-même. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, beat it, man, beat it. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat 'em nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. From Chickachickarry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon when she hears her bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Out on Manzanella Beach, GI romance with native peach. All night long make tropic love, next day sit in hot sun and cool off. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar.
Rum and Coca-Cola, les Andrews Sisters, qui donnent des fourmis dans les jambes. Oui, c'est une chanson qui a pris en 1944, donc on est dans les temps, quoi. On peut dire ça comme ça, parce que bon, c'était pas très intéressant ce que je viens de raconter. Alors on passe aux expos. Alors les expos, alors il y a toujours Alice Amoroso au Studiolo, donc le Studiolo c'est 16 rue Grande à Moret-sur-Loing, et Alice sera donc le 31 octobre et le 1er novembre sur place, une exposition qui a lieu tous les 15 jours, à découvrir absolument le combat des âmes, de magnifiques gravures, et ou à écouter l'émission qu'on lui avait consacrée il y a à peu près 2 semaines. Oui, j'avais parlé aussi de l'exposition Marie-Noël Fontan à la galerie Papier d'Art. Donc hier j'ai pris mon petit vélo et je suis allée jusqu'au 30 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement, découvrir les nouvelles pages végétales de Marie-Noël. Donc Marie-Noël travaille... Fontan travaille les végétaux, elle sèche des plantes, que ce soit des plantes du Guatemala ou des plantes qu'elle ramasse en région parisienne, et elle tisse, donc elle met du tissu et de la plante, et c'est absolument magnifique. Il y a des tableaux, c'est réjouissant, c'est léger, et donc cette galerie Papier d'Art est une galerie qui est tenue par une japonaise, donc c'est pour ça qu'elle est passionnée par le papier. Donc elle expose en général des œuvres sur papier, et là elle a fait la connexion avec le papier, parce qu'effectivement les végétaux sont aussi à l'origine du papier, quoi. Bien sûr. Donc Marie-Noël Fontan, c'est jusqu'au 7 novembre 2020 et c'est de 14h je crois à 17h en semaine, quoi, dans tout le temps. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment magnifique. En plus c'est quand même un travail qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein. Et on lui avait aussi consacré une émission en 2019, donc on peut réécouter cette émission sur notre blog. Et l'adresse est 30 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement. Voilà, entre Bastille et République, dans le Marais, quoi. Donc les autres expositions, donc Pierre Dac, hein, bien sûr, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est jusqu'au 28 février. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Nogent-sur-Seine, on a consacré aux sculpteurs, qu'on ira voir dans la semaine. C'est 150 œuvres de sculpteurs autour du thème du travail. Voilà. Et donc c'est au musée Camille Claudel. Les femmes, c'est tout un monde, c'est au musée de Gournay-sur-Marne, c'est jusqu'au 21 mars, c'est le dimanche après-midi de 15 à 18h. Anne-Isabelle Roubaille à l'Empreinte, c'est jusqu'au 28 novembre. Victor Bronner au musée d'art moderne, c'est jusqu'au 10 janvier. Voilà les expositions qu'on a mis en mémoire pour l'instant. Et si Ernest Pignon-Ernest, c'est une exposition à l'atelier Grognard, c'est à Rueil-Malmaison, c'est jusqu'au 15 mars 2020. Donc c'est une exposition qui s'appelle Papier de mur et qui suit chronologiquement la production de l'artiste et qui retrace l'évolution de sa démarche artistique depuis près de 50 ans. Donc il y a à peu près 200 œuvres accompagnées d'esquisses, de photographies et de travaux préparatoires. Ah, ça va être passionnant. Je pense que c'est très bien, il faut absolument qu'on y aille, c'est pas très loin. Rueil-Malmaison, c'est accessible en RER A, c'est possible, quoi. Ouais. Le culturel. Eh ben, j'ai vu un film sur, je sais plus si c'est sur Arte ou la 5, un doc sur la France sous l'occupation. Ça tombe bien parce que ça va très bien avec ce que vous a raconté sur Pierre Dac. Alors il faut avoir le cœur solide parce qu'on voit, si vous voulez, la collaboration évidemment avec Pétain et Laval, mais aussi avec le pote à Mitterrand, Bousquet. On voit Darlan, on voit comment il s'appelle, Darnan. Ne pas confondre avec Darlan, le chef des milices pourrites, là. Enfin bon, tout ce petit monde glauque qui a participé, si vous voulez, qui a aidé, qui a même devancé les désirs des Allemands, des SS, des nazis, de la Gestapo, etc., etc. Voilà. Et je vous assure, c'est moi à vomir. Heureusement qu'il y a eu des Pierre Dac, parce qu'autrement, bon, on peut se suicider, hein, voilà, tellement c'est dégueulasse, quoi. Enfin, une chose réjouissante, il y en a quand même quelques-uns qui ont payé, ils ont été pendus ou fusillés, comme Laval ou Darnan, qui étaient pendus. Laval, je pense qu'il a été fusillé, je crois, s'il était pendu.
Mais par contre, quelqu'un comme Bousquet, il s'en est sorti alors qu'il a envoyé dans les camps de la mort nazis des milliers de juifs, femmes, enfants, etc. Il a tout nié à son procès, il a été acquitté. Sauf que, je crois que c'est en 1993 ou quelque chose comme ça, il était passible de retourner devant une cour d'assises pour une accusation de crime contre l'humanité. Et il n'a pas eu le temps d'y penser. Ça aurait été sympa quand même. Il y a un mec qui l'a descendu, quoi. Voilà, bon. Il a fini quand même d'une manière comme il devait finir, c'est-à-dire tué par... voilà. Que ce soit par la pendaison, la guillotine ou ce qu'on veut, mais il a été tué. C'est pas plus mal. Même on n'est pas pour... On répète ici dans cette émission, on est plutôt contre la peine de mort, contre ces trucs-là. Là, c'est pas une peine de mort qui a été prononcée, c'est soi-disant un détraqué qui l'a tué. On est un petit peu sceptique sur le détraqué. Voilà. On se demande s'il n'avait pas des révélations à faire sur Mitterrand ou autre, et que ça arrangeait bien qu'il soit passé, qu'on passe arme à gauche. Quoi. Voilà, alors là, on voit le rôle ignoble de la police française. Il faut dire que en France, avant la guerre, il y avait des polices municipales. Mais les gens de l'occupation, les gens de Vichy, ont trouvé que ces polices municipales étaient trop... Il y avait trop de cocos dans les polices municipales, donc ils ont dissout, ils ont fait une police nationale aux ordres, alors là, avec des mecs triés sur le volet. Hein. Voilà, enfin en tout cas au début, parce qu'à la fin de la guerre, c'était plus ça tout à fait. Voilà. Et donc une police, une gendarmerie, mais mouillée jusqu'au cou, mais qui a pataugé dans la fange de la collaboration en exécutant les ordres. On voit les poulets qui saluent les nazis, etc. Enfin, bon, c'est vraiment à vomir. Si vous pouvez le voir, vous pourrez sûrement le voir sur le net. Si vous êtes costaud, regardez ça, ça vous convaincra que on puisse regarder aujourd'hui encore la police comme une force de répression plutôt totalitaire, mais c'est pas une force de répression démocratique, sûrement pas. Voilà, parce qu'il leur est resté enfin ils ont des Boris, quoi, on peut dire ça comme ça, en tuant, mutilant des manifestants, etc. On a des noms, on va pas les répéter parce que bon, c'est pas la peine de ramer là-dedans, mais vous connaissez tout comme nous tous ces gens qui ont été tués depuis enfin déjà on se reparle de Charonne, hein, combien de morts à Charonne, noyés dans la Seine ou massacrés dans les bouches de métro, à Charonne particulièrement, dans la bouche de métro de Charonne, il n'y a pas à remonter très loin. Hein. Voilà. Et puis en lecture, j'ai lu une camarade, nos trousses blanches, là, qui nous a passé un bouquin de Patrick Péchereau, un polar, Les brouillards de la butte. Alors, super. Ah oui. Alors si vous aimez la butte, si vous aimez justement les brouillards de la butte, comme je les ai connus quand j'ai habité dans le coin, là, du côté de Montmartre, le petit matin à 6h, au mois de novembre, comme bientôt, monter la rue des Saules avec un brouillard, etc., le paveton de la rue tout luisant, tout ça, pour monter, aller boire un pot au Clairon, un café, voilà. Si vous connaissez tout ça, si vous avez la nostalgie, tout ça, lisez ce polar. C'est un bonheur. Oui, c'est vraiment un bonheur. Là, on est dans Paris, le Paris qu'on aime. Voilà, l'argot. D'ailleurs, il parle de la vache enragée aussi. Oui, tout à fait. Ouais, il parle de la vache enragée. Il parle de comment dirais-je, de Sacco et Vanzetti, parce que ça se passe à l'époque où Sacco et Vanzetti ont été exécutés, etc. De Lecoing, qui était rédacteur du Libertaire. Enfin bon. Je pense que Raymond, un des héros qui sont des anarchistes qui boivent que de l'eau, attention, hein, c'est des militants, ils boivent tout le monde boit du pinard, mais eux boivent de l'eau, et je pense que Raymond, c'est un coup d'œil à Raymond la science, tu vois, il y a des choses comme ça quand on connaît un petit peu l'histoire de l'anarchie. Mais ils en parlent de la bande à Bono d'ailleurs. Oui, ils en parlent de la bande à Bono, bien sûr, ouais. Et parce que c'est à cette époque-là, voilà. Et alors, bon, il faut vraiment non, c'est pas des anarchistes pour le lire, mais il faut être parisien, parce que, voilà, un parisien, ça lui parle. Un parisien qui a connu le Paris, surtout, c'est encore pour les vieux cons, qui a connu le Paris de ces années-là, quoi, voilà. Ou après, même après. Moi, j'étais là-bas dans les années 60, début des années 60, et ça n'avait pas encore trop bougé, ce Paris-là. Aujourd'hui, c'est un peu différent.
la rue où j'habitais, il y a plein de banques maintenant à la place. Il y avait un bistrot qui faisait le coin de la rue d'En-Raymond et la rue Lamarck. Et là, si vous voulez, dans ce bistrot, c'était un grand bistrot parisien. Et le matin, quand je partais au boulot, j'allais boire un petit café crème, là, et je me retrouvais à côté d'un espèce de géant. Et j'ai appris plus tard que c'était Cossimon, voilà, qui habitait dans le coin, qui habitait dans la rue d'En-Raymond, ou dans le coin là. Voilà, ça c'est Paris. Ouais, c'est un petit bijou ce bouquin. Merci Florence. Merci la Rose Blanche, c'est vraiment une pote. Voilà, c'était Radio Soupente, hein, qu'on faisait. Non, on est toujours pour parler des Amaches. C'est la station des Rapins sans foi, sans louer, sans courbette, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet aracaille.fr. Et tout de suite, on salue nos Amaches. Claude et André de la Nation, Karine de Montigny-les-Cormeilles, une artiste, Marie-Christine Béguet, graveuse de Pugeot dans le Gard, Claude et William, nos poteaux de Brest, un pays où il fait toujours un soleil resplendissant et jamais une goutte de pluie, Jean-Paul Souvraz, un peintre sublime de coups de Kerbrand, au lieu de Dunkerque, des quartiers chicos, hein. Claudine, une pote à ma camarade là, qui aime bien les galeries, etc., les musées, les expos, et puis qui a une bibliothèque artistique assez alléchante. Jean Peduzzi du Val d'Oise qui a envoyé une vidéo que j'ai beaucoup aimé sur les comment les appelle, les goguettes. Les goguettes en trio qui font qui miment une pièce de théâtre, une tragédie justement sur le postillon, comme on doit entendre Corona se parler. C'est super. Alors moi je croyais faire une surprise à ma copine en lui disant entendre, ma camarade, puisque je dis ma copine, ma distinguée camarade de combat, mais elle le connaissait déjà, bon j'avais l'air d'un con. Corinette, ou dite Corinne, une tapissière émérite, Anne-Emmanuel, une graphiste émérite, artiste, peintre aussi, Fredo, un peintre de Schnorr à Lille, camarade, Juliette Planck, bref, qui est basée à Rochefort sur mer, voilà. En relégation, c'est ça, le mot a échappé. Une graveuse, je ne dis pas. D'ailleurs, j'ai une petite gravure devant ma table où il y a l'ordinateur. Clément, un graveur qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la gravure, qui zone entre Vincennes et Montreuil. Agnès Bibard, une graveuse aussi, qu'on a connue à Lille, où elle habitait avant, puis elle est partie en Ariège. Et puis maintenant, elle va revenir, elle va aller en Bretagne, dans le sud de la Bretagne. Marre de l'Ariège, bon, elle se rapproche, c'est déjà ça. Thierry Morciot, un graveur belge émérite, complètement zarbi, enfin ses gravures, on adore. C'est vraiment le dessin du Nord, quoi, les mondes des Flandres et tout ça, un peu fantastique. Colette, la veuve du plasticien Odon, qui s'occupe de son or, évidemment, Colette. Il est là, je vous dis, bon, Jacqueline, elle, même combat, même motif, qui s'occupe du travail de son compagnon Raymond Imbert, qui l'a glissé il y a quelques années de ça, un grand peintre. Le chaînon manquant entre l'abstraction et le figuratif. Nicole, c'est la femme de mon pote là, qui l'a glissé il y a quelques temps, dans le sud. Une femme d'artiste aussi qui a pris sa part dans la vie de mon copain, parce que vous savez, comme Colette, comme Jacqueline, ces deux immenses nanas d'artistes, Nicole est dans le même bloc. Liliane et Laurence, deux frangines qui sont des écrivaines de polar. Moi, j'en reviens jamais quand je les vois, enfin, surtout quand je les ai vues et quand j'ai revu Laurence sur les quais, parce qu'elle est bouquiniste aussi, Laurence. Et voilà, et qui fait des polars. Faut voir faut voir les écrivaines pour se rendre compte que c'est pas forcément, pas parce qu'on écrit des polars qu'on est un gangster. Geneviève, notre sorcière bien aimée, qui était aussi la femme d'un espèce de géant
créateur qui était à l'initiative, qui avait créé le jeu, la publication Midi Minuit, et Zoom aussi. Voilà. Michel Pelloual, mon ex-voisin du dessus, un peintre émérite. Marie-Christine et Christophe, de militants chez Militants. Cécile, tu la sens ma 5e puissance, rassure-toi Cécile, on la sent toujours, malgré que, bon, on est un peu éloigné maintenant. La rousse blanche flamboyante, qui anime une émission sur une radio pourrite concurrente, voilà, on dit pas radio pourrite, hein, c'est radio liberticide. Voilà. José Arthur, même punition, même motif, une émission Le Mélange, le dimanche en fin d'après-midi, que je vous recommande. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, qui expose en ce moment, on l'a connue d'ailleurs, chez Florence Quenu, la librairie de Bourg-en-Marlotte, qui s'appelle comment, la librairie? L'Empreinte. Dominique Paula Lardouin, notre chérie galeriste, voilà, qui malheureusement, pour nous, surtout et pour elle aussi, bien sûr, est partie rejoindre les prairies du Grand Manitou. On la regrette beaucoup, et beaucoup d'artistes peuvent la regretter, qui doivent le début de leur carrière à cette galériste hyper humaine et tout. Quand nous on l'a rencontrée, on l'a interviewée et tout, c'était vraiment un bonheur. Et Marie Dognaud, une galériste itinérante, vagabonde, plus sympa vagabonde, qui n'a pas de galerie en propre, mais qui loue des lieux quand elle a exposé des gens qu'elle aime. Voilà. L'émission est à l'écoute sur notre blog arraquel.fr. Hein, et on va se finir avec Mélisse Mel, Faut vivre. Faut vivre. Salut à tous, bonne semaine. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue un enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'intérêt,
regard d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.